Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes bien sur le webinaire 3D native sur l'impression 3D HP Multijet Fusion pour le médical. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux intervenants, Fabien Petlot de Protolabs et Sébastien Cadalin de HP. Bonjour. Deux ingénieurs Bonjour. d'application. Le hasard fait bien les choses. Voilà, donc à l'écran, vous devez voir les résultats d'un petit sondage. On va commenter très rapidement. Donc, est-ce que vous avez déjà eu recours à l'impression 3D? Une grande majorité, enfin la majorité, 54% des participants. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de tester le procédé HP? 27% oui, 37% non, mais j'aimerais tester, et 46% qui sont encore un peu indécis. Et la dernière question, est-ce que vous avez un projet en lien avec le médical? Alors, on est à 28% oui et 37% non à l'heure actuelle. Bon, je propose qu'on passe à la présentation directement. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on est sur ce webinaire dédié au médical. On avait déjà eu l'occasion de faire un webinaire dédié au dentaire et au métal. C'était un sujet assez de niche, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, ça va être un peu plus général. On va s'intéresser à la technologie HP Multijet Fusion, qui est une technologie maintenant qui existe sur le marché depuis 5-6 ans. Pour ce faire, j'aurai deux experts, comme je vous disais, Fabien Petlot de Protolabs, qui est un service d'impression 3D, et HP, voilà, tout simplement. Je vais les laisser se présenter, peut-être un peu plus en détail. Fabien, si tu veux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais, ce que fait Protolabs. Bien sûr, bonjour à tous. Donc, Fabien Petlot, je suis ingénieur application chez Protolabs. Donc, en quelques mots, Protolabs, c'est une société américaine qui va fêter ses 20 ans cette année, ainsi que ses 10 ans d'implantation en France. Notre philosophie, c'est d'être un partenaire au service de l'innovation en proposant une offre de prototypage rapide et de fabrication à la demande la plus rapide du monde. Notre offre s'articule autour de 3 services que vous voyez ci-dessous. Donc l'injection, l'usinage et l'impression 3D. À partir de ces 3 services, nous réalisons des pièces en quelques jours seulement. Alors, pour ce faire, Protolabs s'appuie sur 3 éléments clés. Une grande puissance numérique au service d'un interface en ligne et d'un logiciel propriétaire, permettant l'automatisation de notre système d'analyse et de fabrication. Également une forte puissance industrielle, avec un parc machine conséquent, ce qui nous permet de garantir à nos clients des délais courts toute l'année. Et enfin, donc une équipe d'experts, dont je fais partie, pour pouvoir vous accompagner et vous conseiller dans vos projets de développement. Super, merci Fabien, et notamment des applications des clients dans le domaine du médical. On le verra un peu plus tard. Alors, nous servons effectivement tous les secteurs de l'industrie, mais aussi le médical, en particulier le médical. Super. Et Sébastien, qui est à côté de moi aujourd'hui. Bonjour, donc je suis également ingénieur d'application chez HP, basé à Meudon, juste à côté de Paris, ce qui m'a permis de rejoindre Alexandre ce matin. Juste pour redéfinir en quelques mots le rôle d'ingénieur d'application, parce que c'est plutôt une dénomination américaine en France, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc je fais partie des forces de vente, périmètre français, et mon rôle consiste à aider les ventes pour toutes les questions relatives à la technique. Donc ça peut être de chiffrage, ça peut être sur du redesign, bien sûr les certifications des matières, tous ces aspects-là qui ont un volet technique. Et HP en quelques mots, donc HP présent dans de très nombreux pays sur toute la planète. HP qui est connu historiquement pour le matériel électronique et puis pour le plus large public pour les imprimantes et les PC. Et depuis maintenant quelques années, HP s'est lancé dans l'impression 3D pour proposer au service, au public et aux industriels la technologie multi-jet fusion. Alors HP est arrivé sur ce marché il n'y a pas longtemps, mais on a déjà sorti de très nombreuses imprimantes. Donc aujourd'hui, on a 4 imprimantes au portefeuille, je vous le présenterai plus tard. Donc voilà, des équipes en France et notre base européenne est située à Barcelone via de la R&D et les forces de vente également. Bon, merci messieurs pour vos présentations. Je propose qu'on commence.
dès le début. Donc, voilà, on est sur la partie intro. Juste après, on reviendra dans un deuxième temps sur un peu toutes les grosses applications qu'on va retrouver dans le médical. Comme disait Sébastien, on va aussi revenir. Il vous présentera la technologie HP Multijet Fusion, les imprimantes un peu plus en détail. Ensuite, on donnera la parole à Fabien, qui nous donnera des exemples de clients, d'applications en lien avec le médical, bien évidemment, auxquels ils ont affaire chez Protolabs, France, il me semble, que des exemples français. Et on finira par des retours d'expérience, mais plutôt côté HP, pour le coup, avec une super vidéo. Je vous invite à rester au moins jusqu'à la vidéo d'un hôpital aux États-Unis qui utilise la techno HP Multijet Fusion. C'est assez impressionnant. Et on finira, comme je vous disais, et comme habituellement, par une série de questions-réponses. Donc voilà, il y a quelques questions déjà dans le chat. N'hésitez pas à les poser dès maintenant. Moi, je ferai un peu le tri et on se gardera du temps à la fin de ce webinaire. Merci à vous. Allez, c'est parti. Bon, je voulais juste revenir déjà dans un premier temps avec cette slide qui présente des chiffres assez globaux sur le marché de l'impression 3D. Le médical, c'est sûrement l'une des premières industries à avoir à avoir eu recours à l'impression 3D. C'est aujourd'hui d'ailleurs un des secteurs qui consomme le plus cette technologie, tout comme l'aéronautique et l'automobile. Alors qu'a priori, ce sont deux secteurs, comme vous l'aurez remarqué, où la technicité des pièces, les cadences de production sont a priori pas les mêmes. On y reviendra un peu plus tard. Si l'on revient au marché un peu plus global de l'impression 3D, sur le graphe, vous pouvez regarder, on voit trois types d'applications. Et on voit au fil des années qu'il y a eu une évolution des usages. Il était intéressant de noter déjà que le marché est en croissance au fil des années, porté par la vente des machines, par la vente de matériaux et par les services d'impression 3D comme Protolabs par exemple. C'est un marché aussi qui est caractérisé par des arrivées plus ou moins récentes de gros acteurs, notamment HP. Sébastien, tu disais que HP était pas si vieux sur ce marché, mais je crois que ça remonte à peu près 5 ans, les livraisons des premières machines. Plutôt 3 ans. 3 ans. Ce qui, sur ce marché, peut paraître très jeune, mais paradoxalement, vous donne quand même une certaine légitimité, parce que voilà, encore une fois, l'impression 3D est assez jeune comme technologie. Voilà, pour revenir au graphique, je vous parlais des usages, des évolutions des usages de l'impression 3D. Historiquement, c'était une technologie qui était plutôt cantonnée à la fabrication de prototypes, de maquettes, mais les applications ont mué au fil des années, portées par plusieurs paramètres, vecteurs. On a eu une amélioration bien évidemment des technologies, des procédés d'impression. On a une offre de matériaux qui est en train de s'élargir, notamment chez HP avec cette plateforme ouverte des matériaux. Vous avez des chimistes qui travaillent main dans la main avec HP. Également la baisse des prix. Parce que le prix d'une machine, le prix d'une imprimante 3D industrielle il y a 20 ans est pas la même que le prix d'une imprimante 3D aujourd'hui. Je sais pas si on pourra parler de prix aujourd'hui, Sébastien, tu nous en diras un peu plus. Et donc historiquement, je vous disais qu'on était sur du prototypage et on passe de plus en plus à ce qu'on va appeler le tooling and fixture. C'est des pièces donc qui sont finies, mais qui vont rentrer qui vont rentrer dans la chaîne de production afin d'améliorer la productivité. Donc, typiquement, ce qu'on entend par tooling and fixture, ça va être des composants de machines de production, ça va être des pièces d'assemblage sur les lignes d'assemblage automobiles pour accélérer l'assemblage des véhicules. Ça peut être des guides de découpe. On le verra un peu plus tard en lien avec le médical à quoi ça correspond. Et peut-être plus récemment, on est en train de passer à des pièces plus nombreuses, voire à des pièces en série, de la production en série de pièces par impression 3D. C'est peut-être ce qu'il y a de plus impressionnant à l'heure actuelle, c'est des sociétés donc qui décident d'utiliser cette technologie, notamment HP, pour réaliser de la prod. Donc on parle de dizaines, de centaines, voire des milliers de pièces réalisées sur des machines d'impression 3D. Nous, dans l'actualité, je vais parler en tant que média. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandre Martel, je suis le fondateur de 3D Natives, qui est un magazine simplement dédié à l'impression 3D. Chaque jour, on écrit des articles, on rédige des articles sur le secteur. Nous, c'est vrai que le médical, c'est un gros sujet pour nous. On est un peu obligé de se restreindre même, parce qu'on pourra en parler tous les jours. Donc, on essaye vraiment d'aborder tous les secteurs, toutes les thématiques qui existent autour de l'impression 3D. Mais il faut dire que voilà, le médical, depuis longtemps, depuis la création de 3D Native, a toujours été un sujet
Voilà, très très récurrent dans l'actualité, mais aussi voilà très impressionnant. Ça fait partie des articles qui ont le mieux marché sur 3D Native. Parce que voilà, dès que ça a trait à la vie, dès que ça a trait au corps humain, c'est assez impressionnant. Et on retrouve des applications d'ailleurs dès les années 90, des appareils auditifs, des premiers implants réalisés par impression 3D. Voilà, il y a plus de 20 ans déjà. Là, on s'est amusé à faire un petit graphe. C'est pas un graphe, c'est une représentation du corps humain où voilà, on a pu distinguer toutes les pièces, que ce soit des implants, des prothèses, qui ont été réalisées, qui ont été voilà implantées, testées sur des personnes, sur des patients. Et c'est vrai que la liste est plutôt exhaustive et elle continue de croître chaque mois. Il y a des nouvelles applications qui arrivent voilà, chaque mois. Pour en citer quelques-unes, bon, on va avoir des implants crâniens en partant de la tête. On va retrouver tout ce qui est appareil auditif, j'en parlais juste avant. Après, dès que ça touche au dentaire, il y a un nombre d'applications assez impressionnantes, que ce soit des implants dentaires, que ce soit des appareils dentaires, que ce soit des gouttières. Voilà. Ensuite, si on passe plus sur la partie centrale du corps, on va retrouver encore une fois des implants, des implants au niveau de la colonne vertébrale. On a eu des applications de partie de cage thoracique qui étaient imprimées en 3D, personnalisées aux patients. Encore une fois, je parle pas des prothèses pour les membres, pour les avant-bras, etc. qu'on voit régulièrement dans l'actualité. Pareil pour les jambes. Tout ce qui est semelle également. Voilà, beaucoup d'applications qu'on a essayé de répertorier ici. Sur la gauche, vous pouvez voir une application de Invent Medical, une prothèse qui est aussi esthétique que technique. Voilà, ça c'est des choses qui deviennent assez récurrentes dans l'actualité. C'est pas des petites innovations qu'on voit une fois de temps en temps. Et donc toutes ces applications, on peut les répertorier en 4 grandes catégories. La première, c'est les implants. Donc, on a mis un implant dentaire, mais ça va pas être que le dentaire. On trouve un nombre d'implants assez important. Voilà, je parlais aussi au niveau de la cage thoracique, au niveau de la colonne vertébrale, des prothèses des implants, voilà, dans tout le corps humain. D'ailleurs, peut-être on reviendra là-dessus avec Sébastien, mais sur le dentaire, c'est pas quelque chose où vous êtes forcément directement impliqué, ou en tout cas via un partenaire, si j'ai bien compris. Oui, la partie implant aujourd'hui chez HP, c'est pas le fer de lance, puisque les certifications pour ce type d'application sont nettement plus élevées que pour les autres. Donc, à ce jour, on ne peut pas mettre de pièces ou d'implants produits par HP dans la bouche d'un patient, typiquement. Et souvent, c'est des applications qui sont faites en métal, technologie sur laquelle vous n'êtes pas encore. Pas encore. Voilà. Peut-être si on a un peu de temps, on reviendra sur cette annonce. La deuxième catégorie, grande catégorie, c'est tout ce qui va être orthèse, prothèse, donc qui va permettre de remplacer un membre manquant typiquement. Donc là, vous voyez, c'est le plâtre assez typique qu'on a tous eu un jour, mais c'est le plâtre 2.0, j'ai envie de dire. C'est un plâtre qui est allégé, qui est aéré, qui est personnalisé à la forme du patient. Et typiquement, ça, HP en réalise, c'est des pièces de démo qu'on voit assez régulièrement et vous avez déjà équipé pas mal de patients. La troisième catégorie, c'est les modèles anatomiques. Moi, c'est ce que je trouve le plus impressionnant. C'est d'ailleurs la vidéo qu'on verra tout à l'heure, notamment. Donc, c'est typiquement pour à l'étape préclinique. Donc, ça va être des chirurgiens, des médecins qui vont utiliser l'impression 3D à partir de scans de patients pour mieux prévoir, pour même former des opérations un peu sensibles où voilà le fait de pouvoir toucher, le fait de pouvoir voir pas seulement sur un écran d'ordinateur, même si c'est de la 3D, va faciliter l'opération. On verra les gains, notamment en termes de temps, de bien-être pour le patient. Et enfin, une catégorie qui est peut-être un peu plus large, qu'on a appelée outillage, voilà, et qui va regrouper à la fois, je vous parlais de guides de découpe, par exemple, encore une fois pour des chirurgies, pour aller plus vite, mais ça peut être des dispositifs médicaux, des appareils médicaux ou certaines pièces des machines. Et ça, typiquement, Fabien, tu nous en parleras tout à l'heure. Vous avez des points intéressants là-dessus. Comment vous avez accéléré le développement d'appareils comme ça médicaux grâce à l'impression 3D.
pour finir, parce que je ne vais pas parler à tout le webinaire, hein, c'est pour ça qu'on a nos experts aujourd'hui, je voulais peut-être juste revenir sur le schéma assez classique d'intégration de la technologie. On l'a vu avec le sondage, vous avez, on a plusieurs degrés de maturité en fonction des utilisateurs. Il y en a qui n'ont pas encore testé la technologie, il y en a qui viennent à peine de commencer, d'autres qui sont beaucoup plus matures, qui ont peut-être déjà fait appel aux services d'impression comme Protolabs ou qui ont déjà intégré des machines. Voilà, si on revient sur le cheminement assez classique, comme je disais, en général, qu'est-ce qui se passe? Quand on veut se mettre à l'impression 3D, bon, on va partir d'une idée. On va faire peut-être des premiers dessins, on va créer un design, même un design 3D de son projet. Dans un deuxième temps, on va vouloir le matérialiser. Donc, on va créer un premier proto. Donc, si on peut faire appel à des services, comme je disais, de Protolabs, si c'est une première pour l'entreprise. Donc, on va envoyer le fichier typiquement et on va le recevoir quelques jours plus tard. On va choisir le matériau, on va choisir la finition, la couleur, etc. Et quelques jours plus tard, un service comme Protolabs vous l'envoie dans vos locaux. Mais sinon, on peut aussi, si on est déjà assez mature sur la technologie et qu'on a déjà intégré une machine dans son service, envoyer la pièce à l'imprimante 3D. Ça demande quand même une certaine expertise. Et voilà, quelques heures plus tard, on a la pièce auquel éventuellement il y aura peut-être quelques traitements de post-traitement à réaliser. Voilà, et une fois qu'on a passé la phase de prototypage pour s'assurer que c'était le bon design, la bonne forme, la bonne couleur typiquement, on va passer à la production de la pièce, que ce soit des pièces d'outillage, que ce soit des pièces de prod qu'on va réaliser soit à l'unité pour un patient, soit des pièces qu'on va réaliser en série, typiquement comme des gouttières. Voilà, les cas sont assez variés. Voilà, tout ça pour vous dire que l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, et si vous êtes là, c'est de vous donner des pistes de réflexion pour aller un peu plus loin dans votre démarche d'intégration. C'est pour ça qu'on a Sébastien et qu'on a Fabien. Voilà, on a vu dans le sondage, encore une fois, qu'il y en avait qui n'avaient pas forcément encore testé la technologie, qui ont envie d'aller plus loin, mais d'autres peut-être qui sont juste au stade de faire appel à un service et peut-être qui se posent la question, est-ce que je devrais pas intégrer une machine et c'est pour ça que nos experts, encore une fois, sont là. Ou d'autres qui sont, encore une fois, historiquement plus sur la partie prototypage et qui se demandent est-ce que j'irai pas encore plus loin avec ces machines parce que je vois que ça m'apporte une vraie plus-value dans ma production. Bon, je vais laisser la parole à nos deux intervenants. On va commencer par Sébastien. Je voulais qu'il commence par nous expliquer tout simplement ce que c'est le procédé HP Multi-Jet Fusion. Effectivement, c'est bien de recommencer par là, même si certains d'entre vous, même nombreux, connaissent déjà la technologie. Donc, je vais vous rappeler en quelques mots comment fonctionne cette technologie, donc qui a été développée par HP et dont HP est le seul utilisateur de ce type de technologie, qu'on appelle Multi-Jet Fusion. Donc, le procédé se passe en 4 étapes. C'est un procédé sur lit de poudre. C'est pas le seul procédé sur lit de poudre, évidemment. Donc, la première étape consiste à étaler une épaisseur de poudre de 80 microns. Donc, c'est des poudres de polymères de différents matériaux. Ceci, c'est la première étape. La deuxième étape consiste à déposer ce qu'on appelle des agents à la surface de ce lit de poudre. Donc, pour ce faire, on utilise les têtes d'impression développées par HP pour le monde de la 2D. Donc là, on va venir imprimer typiquement un pattern à la surface du lit de poudre, ce qui nous permet de générer une sélectivité. La troisième étape consiste à apporter l'énergie et donc la sélectivité nous permet de faire en sorte que les parties du lit lit de poudre qui ont reçu, donc ici un agent diffusionnant, vont avoir tendance plutôt à capter cette énergie, alors que les parties qui n'ont pas reçu l'agent fusionnant vont plutôt avoir tendance à réfléchir cette énergie, parce qu'il s'agit d'un rayonnement infrarouge qu'on applique à la surface. Et donc ceci permet de faire monter la température de certaines zones et pas les autres zones. Et donc on fait fondre une partie, la zone que l'on souhaite. Donc tout ceci nécessite évidemment un contrôle de la température au sein du lit de poudre. Et en reproduisant ce schéma couche après couche, on construit une forme en 3D.
Sébastien, je me permets, j'avais une petite question. Est-ce qu'on parle de polymérisation des pièces? C'est quoi le terme qu'on utilise? Est-ce qu'on parle de voxel? Oui, c'est on parle de un voxel. terme qui est né avec HP. Alors, on parle d'un point de vue chimique, c'est plus une cristallisation qui se passe, pour être précis. Donc, ce qui nous permet d'obtenir au final, alors je vais passer sur le slide suivant, parce que ça va être... non, c'est le lien suivant après. Donc, c'est une cristallisation, effectivement, d'un polymère qui nous permet d'avoir, au final, des propriétés matériaux qui sont très ressemblantes à celles de l'injection. Quand je dis très ressemblantes, sur les propriétés mécaniques notamment, c'est-à-dire que certaines propriétés mécaniques vont être un petit peu moins bonnes et d'autres un petit peu meilleures. Donc, c'est vraiment très, très similaire. Et qui plus est, la pièce finale est très isotrope d'un point de vue résistance mécanique. Donc, ce qui nous permet, avec la technologie HP, de produire des prototypes, des pièces finales ou quoi que ce soit, mais toujours dans l'objectif d'avoir une pièce fonctionnelle. Donc, qui dit fonctionnelle dit sollicitation, ça peut être mécanique, ça peut être des tas de choses, mais on réalise des pièces fonctionnelles. Aujourd'hui, le portefeuille de matières chez HP donc sont 4 matériaux principalement, donc des polyamides 12 et le même mais avec la version chargée en bit vert. Cette version-là permet d'avoir une meilleure tenue en température et une meilleure tenue en compression mécanique. Ensuite, le PA11, donc dans la même famille, ce PA11 offre 2 avantages. Le premier, c'est qu'il est biosourcé. C'est important pour de nombreux acteurs qui prennent cela en considération. Et d'un point de vue fonctionnalité, le PA11 va être plus élastique. Donc, on a des applications qu'on vous présentera à la fin où l'essentiel des utilisateurs utilisent ce PA11. Et le dernier arrivé, qui lui est un élastomère, le TPU, qui lui est extrêmement élastique et a des taux d'élongation qui sont très élevés. L'autre point important par rapport à ces matériaux, évidemment, et qui plus est dans le médical, c'est la partie certification matière. Donc, HP produit de gros efforts pour certifier ces matières. Il existe un tas de normes, différentes normes que vous connaissez probablement, et HP publie les certificats par rapport à ces normes. Certaines normes s'appliquent à différentes industries, donc certaines industries ont leurs propres normes spécifiques liées aux besoins. Ces normes sont disponibles sur le site hp.com, donc vous pouvez vous procurer vous-même. Et si vous ne les trouvez pas, bien sûr, vous pouvez nous contacter, on est là pour ça. Donc typiquement, on peut en prendre une par rapport au médical. Les matériaux HP sont biocompatibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être mis en contact du corps sans aucun problème. Et ce, sur le long terme. Donc, quand on parle de prothèses ou d'orthèses, c'est des équipements qui sont portés pendant des semaines, des mois, ou voire des années, et il n'y a aucun problème de ce type-là. Le slide suivant, où on récapitule les points forts de la technologie HP. Donc le premier point fort de la technologie HP, c'est la vitesse d'impression. Donc je vous parlais des buses pour imprimer à la surface du lit de poudre le motif. On parle de milliers de buses injection. Donc ce qui permet véritablement d'avoir des temps de créer la sélectivité de la surface qui sont du même ordre de grandeur que le temps d'imprimer une feuille en 2D sur les imprimantes industrielles. Donc ça se passe extrêmement vite, qui nous permet d'imprimer donc un bac d'impression en 11 heures avec la dernière imprimante. Donc, avec la technologie HP, on peut commander un jour et être livré le jour suivant. C'est possible de fait de cette vitesse d'impression. Le deuxième point, on en a déjà parlé, c'est sur la partie fonctionnelle. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est des vitesses d'impression qui sont extrêmement rapides. Pour faire une couche, on parle de moins de 10 secondes. Donc, pour un être humain, c'est très rapide. Mais par rapport au temps caractéristique de la chimie et des recristallisations, ce sont des temps qui sont extrêmement longs. Donc, ces plastiques ont vraiment le temps de recristalliser et notamment de créer des liens entre les différentes couches de polymères. Ce qui nous permet au final d'avoir des matériaux qui sont isotropes dans les 3 directions et ce qui est unique sur le marché de l'impression 3D plastique à ce jour.
Enfin, le troisième point, qui est également lié à ces temps de la manière dont on délivre l'énergie, ce sont des façons de délivrer l'énergie qui sont relativement doux par rapport à d'autres procédés, typiquement le SLS, où c'est un laser qui apporte énergie. Donc l'apport d'énergie se fait de manière beaucoup plus ponctuelle et beaucoup plus rapide. Et donc le fait d'apporter cette énergie lentement permet d'utiliser des matériaux qui sont moins réactifs et donc qui vont mieux se comporter dans le temps, qui vont moins s'oxyder et qui du fait se recyclent bien mieux. Donc aujourd'hui, on a 80% de recyclage sur certains matériaux, 70% sur d'autres. Il y a une petite idée en SLS, à peu près en moyenne? Je ne suis pas spécialiste du SLS, mais les chiffres qui sont globalement communiqués, c'est plutôt 50-60%. Enfin, quelque chose de très important qu'on oublie, c'est qu'HP a fait un énorme effort pour penser ou même repenser toute la gestion de la poudre. Et aujourd'hui, les imprimantes sont faites pour que l'opérateur ne manipule quasiment jamais de la poudre. Tous ces mélanges de poudre, pour reprendre 80%, recycler 80% de poudre et en remettre 20% de nouveau, c'est fait par ce qu'on appelle la processing station, donc la station de traitement en français. Et donc l'opérateur ne touche pas de poudre et touche un panneau tactile pour régler ses paramètres. Et c'est l'imprimante ou la station de traitement qui s'occupe de toute la gestion de la poudre, ce qui permet de travailler dans un environnement de travail très propre. Et cette imprimante peut être mise dans un hôpital sans qu'on se retrouve à envahir l'hôpital de poudre, évidemment. Il y a un petit quart d'heure d'aspiration à faire tous les jours, mais c'est vraiment des résidus très faibles. Donc, travailler dans un environnement propre. Et enfin, le dernier point qui est aussi important, c'est que la pièce, quand on la produit en 3D, en faisant ces différentes couches, la pièce est auto-supportée sur le lit de poudre. Donc, on n'a pas besoin de faire des supports d'impression qu'on doit enlever après. Donc, ce qui permet d'avoir une liberté très importante dans le design. Ces imprimantes chez HP sont utilisées aujourd'hui tout au long du cycle de vie d'un produit. Donc, pour résumer un cycle de vie de produit, on distingue 3 grandes étapes dans lesquelles les volumes de production sont très différents. La première étape, c'est l'étape d'innovation et de développement des produits. Donc là, on va être plutôt sur du prototypage. La deuxième étape, c'est quand on a un premier produit, mais qu'on commence à faire des toutes petites séries. Alors, chez petite série, ça peut être quelques dizaines, quelques centaines. Et puis enfin, la partie de production du produit. Donc là, on est sur des volumes de plus en plus gros. En fonction des applications, les volumes peuvent être différents. Quand on dit volume, ça, pour le médical particulièrement, il y a des volumes, mais pour autant, chaque pièce est unique, évidemment, pour être adaptée au patient. Mais là, on va parler de volumes qui sont conséquents. Aujourd'hui, typiquement, HP, à travers le monde, a produit de mémoire entre 10 et 15 millions de pièces en l'espace de 2 ans et demi. Donc, quand on réfléchit en HP, on ne réfléchit pas en une pièce, deux pièces, mais c'est des imprimantes où on part sur des productions à l'année de 1000, 10 000, 100 000 pièces, en fonction de la taille des pièces, bien évidemment. Mais ce sont des imprimantes et un procédé qui sont véritablement faits pour attaquer la série. On ne parle pas évidemment de dizaines de millions de pièces, comme ça peut être le cas dans certains secteurs industriels, mais aujourd'hui, on a des applications où on produit 1 million de pièces à l'année. Et enfin, tout ce qui est après-vente, où là, le levier économique se situe au niveau de la gestion des stocks. Aujourd'hui, certaines marques garantissent leurs produits sur 10 ans ou même à vie, et donc je dois gérer un stock de pièces pour pouvoir offrir une réparation aux clients pendant toute cette après-vente. L'impression 3D permet de stocker des fichiers numériques et de les produire à la demande en fonction du besoin du client et qui plus est, là où le client est, donc on peut mettre un réseau d'imprimantes distribuées. Et la dernière application, qui elle se fait tout au long du cycle de vie, on en a déjà Alexandre un petit peu parlé, c'est tout ce qui est outillage. Donc l'outillage intervient à tous les niveaux. Ça peut être des supports, des convoyeurs pour des lignes de production, des outils qui aident des assemblages. Donc ça intervient vraiment dans toutes les étapes du cycle de vie. Donc je vais passer la parole à nos amis de Protolabs et à Fabien qui nous présente la suite.
Effectivement, Fabien, c'était peut-être intéressant de voir comment Protolabs, par rapport à ce cycle de vie du produit, se positionne. Oui, exactement. Donc, Protolabs en tant que prestataire externe d'impression 3D. Alors, ouais, voilà. Donc, en tant que prestataire externe d'impression 3D, Protolabs, nous, on va plutôt se situer sur la partie développement et petite production, en fait. Donc, nos services nous permettent de réaliser très rapidement des itérations pour validation de design ou des tests pour des tests fonctionnels, ce qui va permettre aux clients, aux utilisateurs de réduire leur temps de développement de manière conséquente. On intervient également sur toute la partie effectivement petit outillage dont vous avez parlé, qu'on retrouve à différents stades de vie des produits. En fonction, alors juste, voilà, ça passe. En fonction donc du besoin du client et de son avancement sur le projet, nous allons pouvoir lui apporter une gamme de procédés et de matières très variés qui pourront répondre à différents besoins. Donc parmi toute cette gamme, effectivement, nous retrouvons le multi-jet fusion, qui est aujourd'hui une technologie très appréciée. J'indique également le frittage de poudre métal, qui est une solution très utilisée dans le médical pour des pièces série et utilisées sur patients. Alors le multi-jet fusion chez Protolabs aujourd'hui, c'est en Europe 3 machines. HP 4200, donc Sébastien vous présentera tout à l'heure les différentes machines. Et aujourd'hui, donc nous intervenons sur des phases prototypes en développement pour des petites quantités, mais au global, ça représente plusieurs milliers de pièces par mois. Donc je rejoins Sébastien qui indiquait que les machines HP étaient vraiment conçues pour la production. Chez nous, encore une fois, c'est plusieurs milliers de pièces par mois. C'est une technologie que nous avons introduite il y a 2 ans à notre panel pour le marché nord-américain, en 2017 donc. Et en Europe, nous l'avons démarré en début 2018. Sur les photos, Fabien, à droite, si je ne me trompe pas, et Sébastien également, à droite, donc c'est les imprimantes, et à gauche, c'est les processing stations. On voit Exactement, exactement, oui, tout à fait. Donc effectivement, la Processing Station qui permet d'avoir tout un environnement propre, comme l'expliquait Sébastien juste avant. On peut voir que les ateliers sont très propres, très fonctionnels, très, très pratiques à utiliser en tout cas. Alors en termes d'application, tout à l'heure Alexandre avait montré un slide où on voyait 4 grands domaines d'utilisation. Protolabs, nous, on va plutôt se situer donc sur des applications pour outillage, appareillage, instruments de mesure, divers équipements, où les clients vont surtout rechercher des pièces durables et fonctionnelles. Donc ça, c'est vraiment un des premiers intérêts du multi-jet fusion. Ce sont des pièces, on obtient des pièces fonctionnelles et qui peuvent donc être utilisées en série de manière durable. Les propriétés isotropes, je réinsiste dessus, puisque c'est vrai que c'est un des points vraiment importants, un avantage clé du multi-jet fusion et recherché par les clients. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une question par rapport à l'imperméabilité. Donc là encore, un avantage du multi-jet fusion, c'est d'obtenir des pièces imperméables à l'eau et à l'air sans post-traitement. Donc un point clé. Et un avantage par rapport au frittage classique, c'est l'amélioration quand même de l'état de surface. Hein, on a une finesse de couche un peu plus importante que sur le frittage classique. Donc l'état de surface des pièces est un peu plus fin. On peut finir les pièces avec un post-traitement de couleur pour avoir les pièces de couleur noire.
Dernier point qui n'est pas mentionné ici, c'est vrai que c'est la rapidité, encore une fois par rapport au frittage classique. Il y a un gain de temps étant donné qu'on n'a pas un laser qui va couvrir une couche, mais le système de la machine fait qu'on couvre la couche d'un seul coup, et pas point par point avec un laser. Alors, quelques exemples d'applications. Donc je laisserai tout à l'heure Sébastien présenter plus d'applications proprement liées directement aux patients. Donc je reviens plus sur des applications d'appareillage et d'instruments destinés au médical. Donc premier exemple, Japet Médical, société française qui développe des exosquelettes pour la prévention, la rééducation des douleurs lombaires. Et donc qui a utilisé le multijet fusion pour réaliser des petites pièces pour un boîtier de commande. Donc le besoin était d'avoir des pièces à la fois fonctionnelles, mais aussi d'avoir une qualité d'aspect propre. Le but étant de valider le produit avant de pouvoir lancer des outillages série pour des fabrications plus conséquentes par la suite. Autre exemple d'application pour des instruments liés au médical, donc pour la société Abelite qui développe des nanoscopes pour de l'imagerie fluorescente dans la recherche, où là le besoin était d'avoir des petites pièces donc encore fonctionnelles et opaques à la lumière pour développer donc leur instrument de mesure. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas que des prototypes, puisque les pièces sont utilisées en série sur ces produits. Troisième exemple pour la société Minwilt qui développe des cobots intelligents, mobiles et modulaires. Donc là, c'est un exemple pour application dans les hôpitaux, cobot qu'ils appellent Medilog, et qui donc va pouvoir transporter du matériel entre les services. Donc là encore, le besoin était d'avoir des pièces fonctionnelles, d'aspect, et donc durables pour utilisation fonctionnelle. Voilà, donc 3 exemples d'utilisation de la technologie HP. Encore une fois, sur des appareillages, de l'instrumentation. C'est aujourd'hui les cas les plus nombreux qu'on rencontre chez Protolabs. Donc je vais laisser Sébastien présenter d'autres cas dans d'autres domaines d'application. Merci Fabien. Hop, voilà. Donc HP s'est lancé dans la production de ces imprimantes. Donc ils sont commerciales depuis maintenant 2-3 ans. Mais cette réflexion, elle est bien plus large. Et le cadre vraiment dans lequel s'inscrit ce développement, c'est vraiment ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. Et donc l'imprimante, elle est mise, elle est faite pour être intégrée dans un environnement plus complet, où on a parlé un petit peu de service après-vente, où on comprend qu'on va plus gérer les stocks de la même manière, on va gérer les productions de manière différente, et on va s'appuyer sur d'autres technologies qui sont aujourd'hui en développement. Pour en citer qu'une, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle. Ces imprimantes sont en quelque sorte des objets certes très complexes, mais aussi connectés, et qui permettent de rendre d'autres services qui ne sont pas seulement de produire, mais qui permettent de rendre d'autres services liés à la gestion des flux et d'optimiser toute cette production au sein d'une entreprise qui serait distribuée. L'intelligence artificielle permet aussi d'avoir des meilleures prédictions et d'ajuster au mieux le système productif par rapport à la demande. Donc là, on sent bien que vu que l'appareil productif change, la façon dont on intègre et on optimise les productions va évoluer. Donc l'impression 3D dans une entreprise qui souhaite intégrer ce service est très couramment pensée dans un cadre beaucoup plus large. Donc pour revenir sur le médical, aujourd'hui je vais vous présenter
quelques applications. La première application que je vous présente, c'est sur la partie orthopédie pour faire des semelles. Donc, l'avantage là de la technologie 3D, c'est bien sûr que même si on produit dans un bac de fabrication 100 ou 150 semelles, évidemment que chaque semelle est identique et unique, et ajustée ou adaptée aux besoins du patient. Donc là, je vous présente un cas d'application où on voit bien que c'est pas uniquement une imprimante qui a été pensée pour produire. Là, c'est toute une chaîne numérique qui a été mise en place. Donc cette chaîne numérique consiste à développer un tapis sur lequel le patient va marcher. Le tapis qui est bourré de capteurs pour mesurer les forces et pour en fait comprendre comment le patient marche et comment sont orientés ses pieds, ce genre de choses. Donc ça, c'est la première acquisition. Ensuite, il y a tout un traitement qui est fait de ces données pour arriver à une représentation 3D de la marche du patient, proprement parler. Et enfin, de cette marche, on en déduit un modèle 3D de la semelle qu'il faut mettre sous le pied du patient pour venir corriger certains défauts. Et enfin, une fois qu'on a cette semelle, on la produit en multi-jet fusion, puisque là, chaque pièce est identique. Donc, on voit bien que c'est pas uniquement un appareil productif, que c'est une façon c'est tout un métier en fait qui est repensé grâce à ce nouveau levier de la production en 3D. Qui plus est, la partie répétabilité est extrêmement importante. Aujourd'hui, typiquement, un podologue ne va pas nécessairement s'équiper de cette machine, mais va faire appel à des sociétés derrière qui vont produire pour lui et lui donner les services. Donc, une imprimante va produire pour tout un pool de podologues. Donc, le fait de rassembler et de mutualiser les choses permet aussi de mutualiser les façons de concevoir les semelles et au final d'améliorer la conception même de ces semelles. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est la précision, évidemment, de la machine qui permet d'obtenir effectivement des semelles dont les grandeurs géométriques sont parfaitement contrôlées. Et enfin, un autre avantage, c'est que le podologue qui pourrait se sentir retirer une partie de son métier, en fait, la meilleure façon de le voir, c'est que le podologue, au final, il passe moins de temps à faire des tâches répétitives et plus de temps à communiquer avec son patient et à vraiment comprendre la gêne et le besoin du patient. Donc, c'est du temps libéré du médecin pour le concentrer sur le patient. Et la partie production, elle, est vraiment industrialisée. Donc ça, c'est le premier exemple. Typiquement, sur cette application, on utilise un petit peu de PA12, mais surtout du PA11 qui permet d'avoir des semelles extrêmement flexibles. La semelle, vous pouvez la tordre en deux et faire un U avec, elle ne casse pas. Donc c'est vraiment des matériaux extrêmement résistants qui sont sollicités à chaque pas du patient et qui ne posent aucun problème de rupture. La deuxième grande application dans l'orthopédie, c'est la partie orthèse et prothèse. Donc là, je prends l'exemple de la société Chablose. Et là, on retrouve les mêmes ingrédients. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une imprimante laquelle on va réfléchir, mais tout un flux qui va du patient jusqu'à le dispositif médical qu'on donne au patient. Donc ça passe par des étapes de scan, une partie de design. Alors ces parties de design, elles sont soit manuelles dans certains cas, mais de plus en plus elles s'automatisent. Enfin, la partie impression et production. Et puis, dans la partie médicale, il y a souvent la partie imprimée et c'est pas uniquement le dispositif. Typiquement, là, pour des casques, les casques, ensuite, on va venir mettre un tissu à l'intérieur pour améliorer le confort, ce genre de choses. On peut les peindre aussi. Donc, voilà. Donc, il y a tout un aspect finition et assemblage. Et enfin, la validation. Typiquement, sur le casque, c'est plusieurs pièces assemblées. Non, c'est une seule pièce. C'est une seule pièce et qui est réglable. Donc, c'est-à-dire que le matériau et le design offrent une certaine souplesse
pour que le casque puisse s'adapter. Alors, en l'occurrence, c'est un casque qui sert à des nouveau-nés dont la boîte crânienne n'est pas encore complètement formée. Et donc, pour éviter les chocs, on les équipe de ces casques-là. Et ces casques-là sont adaptés aux nouveau-nés et doivent être changés de manière régulière, puisque la tête du bébé se consolide et grandit très vite. Donc, si un bébé est équipé de ce dispositif médical pendant 3 mois, peut-être qu'on va fabriquer 5-6 casques pour ces 3 mois et à chaque fois adapté à la tête du bébé. Donc, typiquement, c'est aussi un gain de temps pour les équipes de Chabloz, le fait qu'il n'y ait pas d'assemblage. Ah oui, clairement, oui. Peut-être un peu de post-traitement, à nettoyer la pièce, etc. Mais cette pièce est produite en une seule fois. Un deuxième exemple, toujours chez Chabloz, de prothèse-orthèse. Donc là, ce sont des prothèses soit pour les bras, les avant-bras, soit pour les chevilles ici, ou même ce qu'on appelle des covers pour des prothèses. Donc ça, c'est très courant. Là encore, on retrouve la partie assemblage avec des éléments en tissu, et voilà, ou même de la peinture un peu spécifique pour les enfants. Ça aide à l'adoption de ce dispositif médical. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, Chabloz a acquis une imprimante en février 2018. C'est une entreprise française. C'est une entreprise française qui est basée essentiellement dans la région Rhône-Alpes. Enfin, en tout cas, les développements se font là-bas. Et Chabloz aujourd'hui fait tourner son imprimante tous les jours. Aujourd'hui, ce sont plus de 1000 pièces, donc des prothèses qui ont été produites. Des prototypes, effectivement, qui font de la recherche, du développement sur ces équipements-là, et également un petit peu de production, d'outillage. Donc voilà l'exemple de Chabloz qui est très parlant, avec un portfolio de prothèses-orthèses intéressant. Un exemple qu'on oublie souvent, c'est l'adoption un dispositif médical, c'est jamais en tant que soi plaisant. C'est des gens qui ont subi des traumatismes ou qui ont des gènes. Typiquement, cette personne-là a vu sa vie changer par le fait d'avoir ce dispositif médical. Le fait de pouvoir le personnaliser donne à la personne quelque chose de spécial qui vient, d'un point de vue émotionnel, remplacer, ou peut-être pas avec les mêmes aspects évidemment, mais la personne retrouve l'usage de son avant-bras ici et se sent presque avec quelque chose en plus que les autres, puisqu'il a cet avant-bras qui ressemble vraiment à une main et qui est unique et qui peut être personnalisé. Donc, dans la partie adoption de dispositifs médicaux, la 3D et la personnalisation permettent vraiment de faire des gains conséquents, qui plus est avec les enfants. La deuxième grande application que je vous présente aujourd'hui, c'est la partie dentaire. On en a parlé depuis le début de ce webinaire. Donc là, c'est le cas de Biotech Dental, donc encore basé dans le sud de la France, entre Aix et la Savoie. Qui sont plusieurs sites de production et de R&D. Donc là, eux ont une grande expérience dans la 3D. Et ce qui fait leur spécificité sont des gens qui jouent avec la 3D vraiment de manière impressionnante, et ils vont utiliser tout ce qui se fait en 3D pour en tirer le meilleur. Donc ils vont faire de l'impression 3D métallique, ils font de l'usinage aussi de précision, et ils font effectivement des pièces en multi-jet fusion. Donc là, la clé de voûte encore, c'est la numérisation pour reconstruire un modèle 3D de la mâchoire du patient. Et ici, ce sont 4 pièces qui vont être fabriquées, ici il n'y en a que 2, mais qui sont une reproduction de la mâchoire du patient pour pouvoir après venir fabriquer l'implant sur ce modèle anatomique de la mâchoire du patient. Donc là, ce sont des implants qui sont assez complexes, qui présentent des parties en polymère et en métal, et qui sont ajustés sur ces moules, qui sont des reproductions de la mâchoire du patient. Donc là, l'implant n'est pas fabriqué en MJF, mais la technologie MJF fait partie du processus de fabrication de l'implant. Les avantages ici, on retrouve un petit peu les mêmes qu'avec l'orthopédie. C'est que ça nécessite moins de rendez-vous
avec le dentiste ou le prothésiste. Et ça permet également une augmentation de la productivité, et productivité est souvent reliée à un aspect coût. Donc là, on retrouve des gains qui sont significatifs et qui permettent véritablement de changer la façon de penser à un dispositif médical. Puisque là, on parle de 75%, donc c'est vraiment conséquent. Là encore, alors, c'est le docteur, c'est pas le podologue, excusez-moi, permet à plus de temps au final, même s'il a moins de visites, au final, il a plus de temps pour parler avec le patient, puisqu'il est moins concentré sur la réalisation de ces pièces techniques. Et le dernier exemple, qui est vraiment un exemple extraordinaire pour la technologie multi-jet fusion, c'est le cas de Smile Direct, qui est une entreprise américaine, toujours dans l'orthodontie, qui va faire des goulottes comme ça pour raligner les dents des patients. Et là, donc la MJF encore, ce n'est pas uniquement une partie de la production pour faire des pièces qui existaient, c'est tout un modèle qui est repensé et qui est possible grâce à la MJF. Donc la MJF permet des choses, et autour de ça, c'est des gens qui ont vraiment repensé complètement la relation patient, médecin, fabricant aux États-Unis. Aux États-Unis, le contrôle médical n'est pas du tout le même qu'en France. Et l'assurance des personnes n'est pas non plus aussi universelle qu'en France. Donc les coûts de ces soins sont conséquents. Et il y a toute une partie de la population qui n'a pas accès à ces soins, tout simplement parce qu'ils ne sont pas couverts suffisamment pour pouvoir prétendre à un remboursement de ces soins. Là, sur cette application-là, c'est vraiment l'entreprise qui a diminué le nombre de visites avec le médecin et qui a délégué aux patients certaines actions simples avec des guides d'utilisation effectivement très bien faits qui permet au médecin de se concentrer sur son expertise, donc c'est-à-dire le contrôle de certains points clés du traitement, et de laisser le fabricant et le patient faire des choses simples et qui ont moins de valeur ajoutée par rapport au temps demandé au médecin. Donc aujourd'hui, ce nouveau modèle économique a permis de diviser par 10 le prix du traitement. Donc on est passé d'un traitement qui valait de mémoire de l'ordre de grandeur, c'est la dizaine de milliers de dollars, à aujourd'hui un ordre de grandeur qui est de 1000 dollars. Donc il y a toute une partie de la population qui avait peut-être pas le remboursement qui lui permettait de prétendre à un traitement cher et qui aujourd'hui est rendu accessible. Aujourd'hui, cette application, on voit une image ici, ce sont 50 imprimantes qui produisent donc des moules, donc ce sont des pièces qui vont ressembler à cette chose-là, donc ils vont produire des moules pour le patient, sur lequel on va venir former les liners, ces parties en plastique souple que le patient va porter pendant la nuit. Donc là encore, ces moules, ces liners-là doivent être changés de manière régulière au cours du patient. Donc le premier moule ressemble à... Il y a une gradation pour aller vers un alignement des dents. Et donc le patient reçoit ces liners de manière régulière, tous les 15 jours, tous les 3 semaines, de Smile Direct pour venir corriger petit à petit le défaut dans la dentition. Donc là, on parle d'une réduction de coût qui est énorme, on parle de 80-90%, et qui permet véritablement d'améliorer de manière conséquente l'accès aux soins aux États-Unis. Et enfin, là, on retrouve également l'individualisation. Donc là, ce sont 50 imprimantes qui produisent jour et nuit des moules pour fabriquer ces liners aux États-Unis. La dernière application, ce sont des modèles anatomiques qui permettent, donc là on parle de la couleur, puisque avant on vous a présenté des pièces qui sont grises en sortie d'imprimante et comme Fabien l'a précisé, qui peuvent être teintées. Ici on présente des pièces couleur, donc HP a aussi développé une version de son imprimante en couleur. Donc, si vous avez besoin de plus de détails, la technologie, c'est vraiment la même technologie que je vous ai présentée dans les 4 étapes, sauf qu'il y a une 5e étape où on vient apposer la couleur. Donc la couleur n'est pas déposée uniquement en surface, mais sur quelques centaines de microns, donc, ce qui permet d'avoir des pièces qui, même si elles sont rayées, on n'enlève pas la couleur.
Donc, vraiment, on garde l'aspect fonctionnel vraiment de la technologie HP. Et ces pièces-là permettent, donc Alexandre en a parlé un petit peu, plusieurs choses, soit de préparer l'opération, typiquement. Alors aujourd'hui, on a des outils de réalité virtuelle, sur lesquels HP également, mais d'avoir la pièce dans la main permet véritablement de mieux comprendre l'opération. Ça permet aussi de préparer des outillages pour l'opération et même de concevoir ces outillages. Donc là, on a quelques exemples. Ici, on a le cœur. Donc je ne vous en dis pas plus parce qu'on a une vidéo dessus. Et ici, on a d'autres applications en couleur d'une entreprise italienne qui s'appelle 3D Formed, qui réalise ici, je pense que c'est un réseau sanguin, tout simplement. Et ici, c'est un bout de boîte crânienne. Les avantages sont multiples. L'exemple de la vidéo après va vous en montrer plus. Les avantages, là, donc il y a des avantages techniques, mais il y a aussi des avantages émotionnels. Typiquement, quand un enfant de 7 ans a une malformation au cœur, le fait de pouvoir lui montrer sa malformation lui permet de comprendre sa maladie et de l'accepter. Et donc, c'est vraiment des ressorts émotionnels importants. Et il y a une petite histoire qui est vraiment sympa aux États-Unis, donc je crois que c'est à Chicago, où on montre le modèle anatomique de l'organe de l'enfant, donc avec ce défaut-là. L'enfant est opéré et après l'opération, l'enfant va sur le toit de l'immeuble et jette donc la représentation 3D de sa maladie. Et donc voilà, il y a tout un parcours comme ça. Donc les médecins utilisent ça vraiment de manière très intelligente pour l'aspect technique et émotionnel. On va passer à la vidéo, une petite vidéo de 2 minutes sur ce cas-là. Donc je vais fermer la présentation, aller sur la vidéo et charger la vidéo. The 3D Innovations Lab is a way for us to use 3D technologies from virtual reality, augmented reality to 3D printing to help our patients here at this institution. Yeah, the models have been terrific in a lot of different spaces. Number one, obviously, it's helpful for us to be able to see the anatomy before we perform a surgery. It gives us some, like having advanced GPS. We can kind of see where we're going to go, what to expect. So for planning and for experience and for going in an educated way, it's fantastic. So we actually published a study recently, about 2 years ago, showing how 3D printing has helped improve our outcomes. And in that study, we found that with the 3D prints, we were able to decrease our surgical times. We were able to decrease the amount of fluoroscopy radiation that the patient was getting during the procedure. And we were able to get equal deformity correction with our preoperative planning and with these prints. So it's really kind of objectively helped our patient outcomes. There are quite a few different benefits from the HP MJF technology. One, it has full color capabilities, so we can create really rich, detailed models. The powder type of technology really enables us to create very fine, detailed features. And the nylon that's processed by the MJF enables us to have very strong models. It's been an incredible resource. So we brought it into the institution here, and it's been an incredible success. 3D printing and 3D innovations as a whole has a major role in a hospital. It helps our surgeons, helps our doctors, helps our students, helps the families themselves, helps the whole team. By creating a workflow that enabled 3D printing, we brought this incredible technology in-house. It's helping improve our patient outcomes, but also helping our economics and helping new opportunities for device design and fabrication. Alors, je vais terminer avec le portfolio d'HP aujourd'hui. Donc, ce sont essentiellement 3 plateformes qui sont toutes basées sur la même technologie que j'ai présentée en début, donc lit poudre, multijet fusion. La première imprimante qui est vraiment liée à l'utilisation de prototypes pour vraiment les toutes petites séries et qui a une version dite monochrome, donc des pièces blanches ou polychrome, donc les pièces couleurs qu'on vient de voir dans la vidéo. Et cette imprimante est vraiment la plus automatisée de toutes. C'est-à-dire que là,
on envoie le fichier et à la fin, on récupère des pièces déjà où toute la poudre a été réaspirée. La dernière étape qui reste à faire à la main, c'est de venir avec un dispositif Air Blaster, Bead Blaster en anglais, désolé, donc de venir projeter des billes de verre sous pression. Donc c'est des équipements standards et de venir nettoyer la pièce comme ça. Ensuite, les deux autres plateformes, donc la plateforme 4200, donc vous avez vu les photos chez Protolabs, avec deux modules, donc l'imprimante en tant que telle et la station de traitement. Et la plateforme de fabrication, c'est le dispositif qu'on voit ici, qui passe successivement de la station de traitement à l'imprimante. Donc qui permet vraiment à l'opérateur de ne pas s'occuper de la poudre, juste à la fin de nettoyer les pièces ici sous hotte. Et la dernière imprimante, qui ressemble beaucoup à la 4200, mais qui offre de nombreux avantages, notamment qui va produire plus rapidement, les précisions sont augmentées. C'est la toute dernière, elle est sortie au mois de mai, et un tas de choses qui ont été revues pour augmenter la robustesse de l'imprimante. Si vous voulez plus d'informations sur cette dernière imprimante, je vous invite, on a un replay d'un webinaire qui a eu lieu il y a un mois, et on a également un replay de cette imprimante, notamment couleur, qui a été fait avec 3D Native au mois de mai. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sous forme de webinaire, on peut vous fournir les liens vers les replays. Et juste avant de passer à la suite, je vois qu'on a beaucoup de questions. C'est vrai qu'on a un peu dépassé en termes de timing. On va prendre toutes les questions une par une. On va y répondre en fin de webinaire. Voilà, on arrive à la fin de la présentation. Juste quelques mots pour les prochains rendez-vous qu'on pourra avoir avec vous. Donc HP, on est sur différents salons. Le prochain sont les Tech Days à Lyon, chez Alizé Plasturgie, mais également d'autres congrès. Et bien sûr le For Next qui est au mois de novembre. Donc vous avez les liens ici sous les images, mais vous pouvez nous contacter via cette adresse mail générique. Mais vous pouvez également prendre contact avec nous sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou si vous avez des projets évidemment pour qu'on puisse y répondre de manière plus pertinente par rapport aux besoins concrets que vous avez. Et je laisse la main à Fabien. Oui, donc également différents événements où vous pourrez retrouver Protolabs, donc le Forum de l'électronique qui aura lieu très prochainement, donc fin du mois à Paris, et également un événement plus axé donc sur le médical, Compamed, et qui lui aura lieu en Allemagne, donc à Düsseldorf au mois de novembre. Bon, merci à tous les deux, messieurs, pour cette présentation assez complète. On va pouvoir répondre aux questions. Je vais partager dans un petit moment deux liens. Un premier lien vers HP pour en savoir plus, notamment sur toutes ces applications médicales. Donc, un lien vers leur site internet où vous pouvez retrouver plus d'informations. Et aussi un lien pareil dédié au médical, mais chez Protolabs, sur le site de Protolabs. Donc, je vais vous transmettre un petit lien qui s'affichera. Vous aurez juste à cliquer sur le bouton pour être redirigé si ça vous intéresse, pour en savoir plus. Voilà, encore une fois, le webinaire sera disponible en replay dans quelques jours et les slides seront partagés via Protolabs et HP. Je propose qu'on commence tout de suite avec les questions qui ont été nombreuses pendant le chat. Il y a eu beaucoup de questions, notamment techniques. Une première question pour vous deux, messieurs. Lors de l'impression 3D, peut-on intégrer des pièces annexes en cours d'impression? On nous a même posé la question sur est-ce qu'on peut intégrer un principe actif? Tout simplement, est-ce qu'on peut intégrer une autre pièce pendant le processus d'impression d'HP? Je vous laisse y répondre. Oui. Alors, il y a, je pense, deux questions dans cette question. La première, j'ai l'impression que c'est un lien avec le multimatériau, de pouvoir intégrer une pièce. Alors là, c'est absolument pas possible puisque, comme je vous le disais, l'enceinte de fabrication est pas accessible à l'utilisateur. C'est vraiment l'imprimante qui gère tout ça. Donc c'est l'imprimante qui apporte toute la poudre et qui fait les impressions couche par couche. Et la deuxième question, c'est l'ajout de pièces à la volée. Alors effectivement, c'est quelque chose sur lequel HP travaille, mais qui n'est pas encore disponible. C'est vrai que certaines personnes, certaines utilisations, la valeur est vraiment liée
le temps de livraison. Donc si les gens ont commencé à imprimer en bas et qu'il leur reste de la place en haut, ils aimeraient bien rajouter une pièce en haut du bac d'impression à la dernière minute pour qu'il l'ait dans les heures qui suivent. Donc, ça, on sait qu'on a des demandes là-dessus, mais c'est toujours pas disponible, malheureusement. Fabien, je ne sais pas si tu as un élément à apporter à cette question. Juste pour info, il y a un bouton qui s'est affiché pour tous sur la présentation, les applications médicales HP MJF qui vous renvoie vers le site de HP. N'hésitez pas à cliquer. Fabien? Pas grand-chose, mais malheureusement, juste à répondre négativement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas rajouter de pièces supplémentaires dans le bac de poudre de fabrication. Donc c'est aujourd'hui pas possible. Bon, une autre question un peu technique sur le procédé, le pourcentage de retrait lors de l'impression. Est-ce qu'on a du retrait avec le procédé HP Multi-Jet Fusion, comme on peut l'avoir avec le métal ou la céramique? Oui, alors ça c'est un processus physique. Donc sur Terre, l'homme peut changer beaucoup de choses, mais les lois de la physique, on a encore du mal à s'y attaquer. Donc évidemment, il y a du retrait, mais évidemment, on a des parades. Donc quand le job c'est juste pour vous resituer, hein, on a un volume de fabrication, donc c'est une enceinte qui fait 15 litres la petite imprimante et 41 litres la grande, dans lequel on va disposer tous nos pièces. On va faire un Tetris des pièces à produire pour optimiser ce volume de production. On va envoyer ce fichier-là 3D à l'imprimante. Et dans l'imprimante, il y a un calculateur qui va intégrer tout l'aspect retrait et qui va venir corriger la géométrie pour que, après retrait, la géométrie soit la même que celle que voit l'utilisateur sur sa CAO. Donc, et ces aspects-là sont présents évidemment sur toute l'imprimante, mais ont été encore améliorés sur la dernière, donc l'imprimante 5002, où là, on livre avec l'imprimante un logiciel dont l'objectif, c'est véritablement d'améliorer ce point-là pour atteindre des performances industrielles et d'avoir des pièces qui sont d'une répétabilité et d'une précision excellente. Donc oui, il y a du retrait et oui, il est parfaitement intégré et corrigé dans le processus. Fabien, est-ce que vous, c'est quelque chose, c'est une problématique pour vous? Alors oui, effectivement, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est donc dans la technologie HP Multi-Jet Fusion, on utilise donc des poudres polyamides, donc des thermoplastiques. Pour ceux qui connaissent un petit peu les thermoplastiques via l'injection, le moulage par injection, donc effectivement il y a du retrait et il y a des déformations possibles des pièces. Et donc dès le départ, il faut, je dirais, bien intégrer un design adapté à des pièces thermoplastiques. On peut plus ou moins appliquer certaines règles qu'on retrouve donc pour le moulage par injection. Et donc chez Protolabs, c'est vrai qu'on conseille énormément sur cette partie-là pour éviter d'avoir des pièces qui ressortent toutes déformées, puisque en fonction d'épaisseur ou de choses comme ça, on peut avoir des mauvaises surprises. Donc c'est des choses à bien intégrer. Oui. Okay. Une autre question assez précise techniquement, c'est est-ce que c'est possible de faire varier la dureté selon l'endroit de la pièce? Non, c'est absolument pas possible, puisque alors la dureté par design, chaque pièce peut être plus ou moins rigide là basée sur le design, mais là on parle vraiment de conception mécanique. Non, l'objectif de ces imprimantes, c'est d'avoir un bac de production où la propriété de la matière, donc de chaque voxel fondu, soit identique partout dans le bac. Donc l'objectif, c'est véritablement l'inverse, c'est d'avoir une production la plus uniforme possible en termes de propriété de matière. Alors, une autre question, pareil sur le processus toujours, on en a eu beaucoup. Sur la masse de poudre travaillée à l'heure, est-ce qu'on parle de quantité de poudre à l'heure? C'est quoi la notion de vitesse? La notion de vitesse chez HP, c'est combien de jobs on va faire, c'est la durée du job. Donc un job chez HP, c'est sur la imprimante de production, c'est un volume de 400 par 300 par 400, qui fait 41 litres. Et la question qu'on se pose, c'est combien de temps on met pour produire ce job-là.
Donc sur l'imprimante 5200, aujourd'hui c'est 11 heures. Donc en 11 heures, on va produire 41 litres. Donc ces 41 litres, c'est pas évidemment une masse fondue, mais généralement l'ordre de grandeur, c'est qu'on va pouvoir fondre, l'ordre de grandeur c'est une dizaine de pourcents. Donc on va pouvoir fondre 4,1 litres, ce qui fait vraiment en ordre de grandeur un peu plus de 4 kg, 4 kg 2, 4 kg 15 de poudre en 12 heures. Donc voilà. Donc si on voulait parler en masse fondue à l'heure, ce serait comme celle-là, mais c'est vraiment pas la philosophie. Typiquement en FDM, on va raisonner comme ça, mais en litre poudre, on raisonne vraiment en temps par job. Et ce temps par job est totalement indépendant de la complexité, puisqu'avec les têtes et les buses d'impression, les 15 000 buses passent à la surface du lit de poudre et impriment le motif à imprimer et de manière totalement indépendante de la quantité de surface à fond. Donc c'est vraiment indépendant. Donc c'est tout le temps 11 heures pour un job complet. Fabien, tout à l'heure, Sébastien nous disait qu'on a certaines applications où on imprime la journée et le lendemain, la pièce est chez le client. Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive justement en termes de vitesse? Vous avez arrivé à être aussi réactif? J'imagine que ça dépend de la pièce, ça dépend du post-traitement derrière. Alors effectivement, c'est des choses qui sont faisables, oui, qu'on fait régulièrement, quels que soient nos services. En standard, je dirais que sur le multijet fusion, on est plutôt sur 3 jours. Mais voilà, en standard. Après, en fonction des dispos dans les jobs, comme parlait Sébastien, en fonction de la dispo dans le bac de la machine, si on peut réintégrer des pièces en dernière minute avant de lancer le job, pourquoi pas. Et à ce moment-là, on peut être sur des délais plus courts que 3 jours. Il y a vraiment tous ces aspects-là. On en parlait, Fabien en parlait un petit peu. Il y a vraiment une expertise sur la conception des pièces et sur leur fabrication. Et cette réponse-là, elle dépend de l'application. Donc, pour certaines applications, c'est totalement impossible. Et pour d'autres, c'est parfaitement pensable. Donc c'est vraiment, on n'a pas de réponse monolithique pour toutes les applications, mais pour certaines, c'est faisable. Et je rajoute par rapport au multijet fusion, donc on a parlé du temps de fabrication d'un job, il faut penser aussi au temps de refroidissement qu'il faut prendre en compte, qui est conséquent également. D'où le délai chez nous de 3 jours en standard. Bon, et une question pour le coup qui nécessite une réponse très précise, c'est sur la qualité, la précision d'impression. Encore une fois, tout à l'heure on va parler de notion de vitesse. C'est quoi la notion de précision pour HP Multijet Fusion? Alors, je vous ai présenté le portfolio. Évidemment, on n'a pas la même précision sur toutes les machines. La machine de prototypage, effectivement, même si c'est la même technologie, ne va pas offrir la même précision que la toute dernière année qui est destinée à la production. Pour ces aspects-là, on s'adresse vraiment à des industriels. Donc, les industriels, généralement, ils ne veulent pas savoir la précision d'une pièce, mais ils veulent avoir des aspects statistiques. Et donc, quand on va parler à un marché de l'automobile, la personne va me dire, oui, mais je vais produire 100 000 pièces, combien de rebus j'aurai? Donc, c'est ce type de réflexion qu'on a également. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, parce qu'il faut bien vous en donner un, on est en multijet fusion sur 0,2 mm de précision. Et là encore, dans les 3 directions, on garde l'isotropie mécanique et dimensionnelle. Très bien. On a eu beaucoup de questions sur les matériaux. Je pense que ça va aller vite, donc je vais les aborder. Sur la référence des TPU. Oui. Est-ce qu'on a quel TPU c'est? Alors oui, donc les matériaux, Alexandre, tu l'as rappelé, la technologie HP, c'est une technologie qui veut vraiment chambouler, qui a chamboulé le marché de l'impression 3D, notamment en essayant de le démocratiser et de le rendre accessible d'un point de vue tarif. Donc ça passe par la vitesse d'impression. Si ça imprime plus vite, ça coûte négativement moins cher. Mais ça passe aussi par donc le volume permet également de tirer les prix vers le bas. Et HP s'associe sur cette partie poudre à des chimistes
Et donc le TPU, c'est pas un TPU produit par HP, comme aucun des autres matériaux, ce sont des chimistes. Et typiquement le TPU pour cette machine-là, la 5200, c'est un TPU développé, donc évidemment conjointement par BASF et HP. Donc ce sont des matériaux qui sont conçus par des chimistes, qui sont validés conjointement et qui sont certifiés par HP pour être utilisés dans nos machines. Donc là, c'est un TPU BASF. Très bien. Une date de sortie pour le PP, polypropylène. Le PP, on a beaucoup de demandes là-dessus. Ça va dans la même direction. Alors, dans le monde de l'injection, le PP est connu pour il est attractif d'un point de vue coût. Donc, c'est pour ça qu'il est très utilisé. HP travaille sur le PP. La mise sur le marché n'est pas prévue cette année. Donc, plutôt en cours d'année prochaine. Fabien, il y avait une question sur les matériaux, sur les cas que tu nous as présentés. Quels matériaux polyamide étaient utilisés? Alors, je te propose qu'on revienne sur les slides rapidement. Alors, pour les 3 exemples cités, la matière, c'est du polyamide 12. Aujourd'hui, chez Protolabs, sur les 3 machines, nous proposons uniquement le polyamide 12. Ok, très bien. C'est clair et précis. Une question toujours pour toi, Fabien, plus sur la partie service. En termes de propriété intellectuelle, comment ça se passe quand un modèle est envoyé chez Protolabs? Tout simplement. Alors, simplement, on peut signer des accords de confidentialité, bien sûr. Quoi qu'il en soit, nous, on prend pas la propriété intellectuelle de ce qui nous est envoyé. Nous, on est juste prestataire de fabrication. On apporte éventuellement, donc, comme je l'ai dit, du conseil en termes de design, de conception, mais la propriété intellectuelle reste bien sûr au client et on peut signer tous les documents qu'il faut pour ça. J'ai juste complété, c'est pas dans la question, mais je sens que d'autres personnes veulent prolonger par rapport à la propriété intellectuelle. Je vous ai dit que ces imprimantes étaient connectées. Donc, on a souvent la question oui, mais les fichiers que j'envoie dans l'imprimante, où est-ce qu'ils vont? Alors, ils vont dans un seul endroit, c'est dans l'imprimante. On est bien d'accord là-dessus. Les informations que va remonter HP, c'est des informations de type le mode d'impression, le nombre d'impressions, la quantité de poudre qui est consommée, ces choses-là, ou le nombre de jobs qui ont été faits. Pour aider 2 choses, déjà pour anticiper des choses, il y a ce qu'on appelle les consommables long terme, qui doivent être changés de manière tous les 6 mois, tous les ans. Donc la personne elle a rarement une feuille Excel avec quand elle a changé le dernier filtre. Donc ça permet de lui dire le filtre à tel endroit, il sera changé dans tant de jobs. Et le deuxième aspect, donc les informations remontées, c'est uniquement des informations de ce type-là. Et ces informations peuvent être retrouvées par l'utilisateur via l'outil 3D Center, où chaque utilisateur peut aussi avoir un historique de sa consommation de poudre, et donc cette information est restituée à l'utilisateur et ça lui permet de se projeter et d'un peu balayer son historique de manière aisée. Merci à tous les deux. Pareil, des questions assez précises, mais je pense qu'il y avait eu quelques petites confusions, donc je voulais juste revenir là-dessus. Les aligners qu'on a vus, je vais revenir sur la slide. C'est ceux-là, ceux de Smile Direct, ne sont pas imprimés en 3D directement. C'est le moule, le modèle dentaire. Vas-y, je te laisse répondre. Oui, c'est exactement ça. J'ai vu qu'on avait une petite question là-dessus. Oui, alors on peut. Donc ça va être typiquement une mâchoire comme ça, dont on a fait le scan. On va produire cette pièce en MJF et après venir faire du thermomoulage sur ce modèle de la mâchoire du patient avec un plastique toujours, donc qui est ce plastique-là transparent. Donc ce plastique il va être en contact de la partie MJF, mais ensuite il y a des traitements pour s'assurer que ces pièces sont nettoyées et peuvent aller dans le bouche du patient, mais ce matériau-là n'est pas imprimé en 3D. Ok, c'est clair. Pareil, une question pour éviter les confusions. Est-ce qu'on a déjà eu des implants implantés dans le corps humain? Pas juste en termes de recherche. Est-ce qu'on a des patients aujourd'hui qui vivent avec des pièces, des implants imprimés en 3D? Alors, en 3D, je pense.
mais en MJF, non. Ok, ça c'est bon. On nous a parlé, encore une fois, je reviens sur des matériaux, mais qui sont, à mon avis, pas encore disponibles chez HP. Je pense connaître la réponse. C'est la céramique et le métal, et notamment le titane. Alors, la céramique, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. La seule chose que je peux introduire, c'est la partie métal. C'est vrai qu'HP commence à communiquer là-dessus, sur son site web notamment. Il y a un nouveau site web qui est sorti il y a quelques semaines dans toutes les langues du monde, vous le retrouvez en français. Il y a beaucoup d'informations sur le MJF et aussi un petit peu de documentation sur la partie métal. Donc là, HP développe un processus métal avec la même idée que MJF, c'est-à-dire de bousculer les habitudes pour essayer de rendre cette technologie industrialisable, pour aller par exemple vers des volumes de production. Donc le premier matériau traité sera l'inox, l'acier inox, donc le 316L. Ok, à suivre, j'ai envie de dire. Alors juste, je voulais rebondir sur la question, Alexandre. Donc, effectivement, chez Protolabs, au niveau du multijet fusion, on ne propose pas pour des implants. Par contre, on propose effectivement du titane, mais dans une autre techno qui est le frittage de poudre métal, hein, le DMLS. Et pour cette techno, effectivement, on propose des implants titane. Alors, on avait eu, je crois aussi également une question par rapport à des certifications. Pour bien comprendre, aujourd'hui, nous ne proposons pas d'implants en multijet fusion ou en frittage classique pour une raison de certification production, non pas une certification matière, mais production, alors que nous pouvons le faire en frittage de poudre métal. Ok, très bien. Il y avait aussi beaucoup de questions sur les prix. Les prix en général, le prix des machines, notamment on avait le prix à combien coûte, par exemple, d'imprimer une semaine. Donc je ne sais pas ce que vous pouvez nous donner comme nous commenter, messieurs, sur ces questions. Si vous n'avez pas si ça reste confidentiel, si c'est des ordres de prix qui restent confidentiels, si peut-être vous pouvez nous parler de quantité de matière, de temps d'impression d'une semelle, je ne sais pas, par rapport à un modèle dentaire, à quelques pistes de réponses comme ça pour notre audience. Pour les applications semelles dentaires, il y a un aspect confidentiel, on ne peut pas vous donner des prix comme ça, mais qui plus est, même sur des semelles, le volume des semelles que les personnes nous demandent d'imprimer sont très variables. Ça dépend vraiment de la manière dont la semelle a été conçue. Et certaines semelles font 20 cm3, d'autres 60. Donc déjà, le prix, on a un facteur 2 ou 3 sur le prix, tout simplement parce que pour l'un, la pièce fait 1 cc, pour l'autre, elle va faire 60. Donc c'est vraiment cas dépendant. La seule chose qu'on peut dire, et qui est vrai sur le 3D de manière générale, c'est qu'on paye le gramme qu'on fait fondre. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment une technologie où on va à la chasse au gramme, parce que tout simplement, c'est répercuté directement sur le prix, alors que dans l'injection, le gros du prix, c'est pas dans la matière, c'est sur la réalisation du moule. Donc, on va plutôt essayer de gagner sur la partie fabrication du moule. Mais en 3D, ça, c'est vraiment la partie directrice d'un point de vue économique, c'est-à-dire c'est la chasse au gramme pour fabriquer la pièce qui va répondre à la fonction et la plus légère possible, puisque le prix est directement proportionnel au poids et au volume. Donc, et c'est en ça, d'ailleurs, que la partie 3D, l'impression 3D, à mon sens, est vertueuse d'un point de vue écologique. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt immédiat à moins consommer. Donc, c'est-à-dire que la personne qui revoit son design pour gagner 20% du poids va directement, au preneur de grandeur, à une pièce qui coûte 20% moins cher. Donc, c'est ça. In fine, il y a moins imprimé, donc c'est moins de temps de production. Voilà, c'est moins de temps de production, donc c'est vraiment le levier et c'est pas vrai que pour MJF, c'est vrai pour toutes les technologies 3D. Le levier, c'est vraiment faire les pièces les plus légères possibles. Et évidemment, ça demande des compétences qui se développent. Alors, Protolabs vous les offre évidemment, mais c'est quelque chose de très important sur la partie tarif.
Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour des questions. Fabien, peut-être sur la notion de prix ou la notion de temps d'impression, de quantité de matière, c'est des enjeux importants pour vos clients? Alors oui, et je rejoins Sébastien, c'est vrai que pour un produit qui est destiné uniquement à de l'impression 3D, c'est vrai que la partie matière a un impact important. Et donc, il faut vraiment chercher à réaliser la pièce au plus léger possible, en optimisant ses formes, ce qui est tout à fait possible par l'impression 3D, ce qui n'est pas toujours le cas dans des procédés plus classiques. Hein. On est limité en termes de forme, alors qu'en impression 3D, je dis pas qu'on est 100% libre, mais on est très libre. Et donc, il faut chercher effectivement à optimiser la pièce et la dessiner pour l'impression 3D en réduisant le poids. Maintenant, si c'est une pièce qui n'est pas destinée au final à l'impression 3D, faut faire attention et la dessiner en pensant au procédé final de fabrication. C'est quelque chose sur lequel vous intervenez, cette partie conception? Oui, bien sûr, tout à fait, ouais, tout à fait. Et encore une fois, c'est difficile effectivement de donner un ordre de prix, déjà par rapport à la confidentialité, mais également parce que c'est vrai que le prix va dépendre énormément du design de la pièce. Donc je vous invite éventuellement, pour les personnes qui souhaitent avoir un prix très rapide, d'utiliser notre site internet. Vous avez des devis en 24 heures maximum, quelques heures parfois, devis en ligne, et vous aurez tout de suite un ordre d'idée du prix de la pièce. Bon, je crois que on a fait un peu le tour des questions, on en a eu beaucoup, on a largement dépassé notre agenda. Sauf, messieurs, s'il y a un point qu'on a oublié, essentiel. Peut-être pour redire les événements, on peut vous croiser prochainement, Sébastien? Alors nous, il y a le Tech Days le 1er octobre chez Alizé Plasturgie. Donc c'est le prochain. Et puis Formnext. Et puis voilà, les deux gros prochains événements, ces 3 événements-là. Fabien, pour Protolabs, vous serez au Forum de l'électronique. Exactement, donc fin septembre sur Paris au Forum de l'électronique. Bon, merci. Et puis l'autre événement est en Allemagne, donc peut-être pas forcément évident pour certains de s'y rendre. Bon, je voulais vous remercier vraiment tous les deux d'avoir pris ce temps. Encore une fois, on a un peu dépassé, donc merci d'être restés, de ne pas être partis. C'est pas grave, avec plaisir. Voilà, je pense que des retours que je vois sur le chat, ça a été largement apprécié. Encore une fois, voilà, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire de l'impression 3D HP Multijet Fusion dans le médical. Encore une fois, le webinaire sera disponible très rapidement sur les réseaux. Les slides seront disponibles. On va voir comment, mais ce sera fait assez rapidement également. Voilà, et puis vous avez les sites de Protolabs, d'HP pour en savoir plus sur le sujet. Encore une fois, merci à tous. Merci Fabien, merci Sébastien, et à très vite. Merci à tous. Merci Alexandre.